Oui, bonjour. On va commencer. Merci à tous d'être là. Alors, si très bien, vous pouvez vous mettre comme ça pour voir, c'est encore mieux comme vous avez. C'est des chaises immobiles, vous pouvez tous voler, c'est comme des avions, vous pouvez les faire bouger. Donc bonjour à tous. J'espère que le temps ça marche au niveau. Je suis Emmanuel Doron-Raymond, cofondateur de Renfort, qui a été créé, qui est un bébé de la crise du Covid-19, qui a été créé justement pour répondre aux questions qu'on va aborder aujourd'hui, à savoir comment rendre les organisations, les personnes, les villes plus résilientes, plus solides, et plus adaptées au monde qui change et à tout ce que je suis très heureux d'être ici avec autour de moi le collectif de Renfort, qui est un collectif étonnant, dynamique, bienveillant, chaleureux, qui s'est créé au fur et à mesure des rencontres et des chemins depuis 2 ans et demi. Et évidemment, toi, Jean-Gérard, Bloch, et puis toute l'équipe, je ne vais pas les saluer. Et nous avons fondé une association et ensuite une société coopérative d'intérêt collectif. Et voilà. Je tenais aussi à remercier le Learning Planet Institute, avec aujourd'hui François Tadei, son président. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance et puis votre fabuleuse équipe. Je ne le dis pas sans forfanterie, mais vraiment, vous avez fait tous les efforts pour nous aider. Et moi, quand j'ai pu tester cette salle, j'étais enthousiaste. Et la formule que vous me proposez est excellente. Et vous permettez ce genre de rencontre. Et ça fait extrêmement plaisir. Et c'est une rencontre qu'on va vouloir apprenante, comme vous aimez le dire. Vous dites souvent que trop rarement, et je le pense aussi, qu'on réunit à la fois le temps et les structures pour réfléchir ensemble aux questions les plus importantes, celles qui sont liées au vivre ensemble. Aujourd'hui, on a la possibilité de s'arrêter pendant 1h30 pour combiner ces deux choses, et je vous en remercie. Je remercie aussi la mutuelle Unéo, en présence de Béatrice Lalaguerre, et puis Laurie Guérino, qui nous a soutenus et qui ont confiance dans le fait que Renfort est un petit ruisseau, et les petits ruisseaux méritent d'être soutenus, peut-être devenir une petite rivière un peu plus solide. François, avant de rentrer dans le sujet, juste, je ne vais pas vous présenter, mais juste, j'ai personnellement fait écho dans les 2 livres que vous m'avez gentiment donné, conseillé de lire, que j'ai lu, que j'ai dévoré, que j'ai relu. Il y a une phrase qui m'a frappé, qui vous définit à mon avis bien, c'est votre engagement incessant en faveur de pédagogie qui contribue à la fois à libérer le potentiel des individus et à forger des collectifs qui soient source d'épanouissement. Et alors, pour libérer le groupe et pour libérer l'énergie du groupe, pour que justement ce moment soit un moment d'épanouissement, moi je vous propose qu'on échange un peu tous les deux pendant une trentaine de minutes, avec l'idée d'être dans un questionnement mutuel, comme vous aimez le dire. Ensuite, Yannick Fontana qui est là gérera les questions. On donnera la priorité à l'audience qui est ici présente, avant de gérer d'être en relation avec notre audience à distance pour répondre, comme on dit, très présent à distance, comme je disais, c'est une sapori qui caractérise le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà, donc je vous propose qu'on laboure un peu le champ des savoirs dans ces domaines-là, qu'on réfléchisse à une forme d'éducabilité, peut-être en matière de solidité, de résilience des groupes humains, et voilà, de structurer les choses en 3 blocs. Vous avez dit débattre avec les autres, pas seulement laisser proche, et sa réaction et envie de creuser la réflexion, voire de passer à l'action, peuvent permettre l'émergence collective, capable de faire ce que les individus n'osent pas et ne savent pas forcément faire seuls. Moi, je dirais, mais ne peuvent pas faire seuls, on peut faire ensemble. C'est vraiment le but de l'atelier. Alors, trois questions que je vous propose aujourd'hui d'aborder. Le premier, c'est comment le problème de la solidité se pose au niveau des individus et des collectifs. Quels sont les besoins de la société, comment vous les voyez. Deuxième partie, c'est comment on peut y répondre de façon plus efficace, plus pertinente, comment y répondre. Et puis la troisième, j'espère qu'on aura le temps d'aborder ça, c'est une question qui tient à cœur à l'un de nos jeunes médecins chirurgiens qui était confronté à ça, qui a un peu plus de 30 ans, et qui a parlé d'une 4e voie dans la formation des médecins, un 4e pilier de la formation médicale continue, sachant que la première c'est une clinique scientifique technique, 4e voie qui est un pilier et sur lequel on reviendra. Voilà ce que je vous propose en termes de structure. Alors je vais introduire maintenant juste la première partie. Donc, comment le besoin se pose dans la société.
il y a plusieurs définitions de la résilience, on peut le dire. Il y a celle notamment la vision qui sont qui la véritable teneur de la résilience d'être individuel et groupal. Je pense que l'enjeu, la difficulté qu'on a aujourd'hui collectivement, je ressens, c'est pour ça qu'on essaie de mêler cette dimension individuelle et collective. Et juste quelques réflexions pour initier le débat. Dans votre livre, vous dites dans le contexte actuel de dégradation, la nécessité de l'espérance de vie des adolescents, y compris les riches, la nécessité de prendre soin des générations futures constitue un impératif absolu. En même temps, vous dites que nos sociétés sont plus organisées pour nous permettre d'apprendre les uns les autres, quels que soient nos âges. Nous ne sommes pas préparés à situer dans le temps long. Et je note également que vous interrogez sur le fait de passer à des défis, c'est aussi de passer à des échelles plus importantes, des systèmes qui peuvent fonctionner à des échelles plus réduites. C'est vraiment un sujet qu'on a abordé, qu'on a préparé aussi. Alors pour démarrer, moi j'ai envie de vous questionner sur quelque chose que vous abordez aussi, c'est, vous dites, vous parlez d'épistémé, de distinction entre épistémé, savoir connaître le monde, techné, agir sur le monde, et un phronésis, qui est une éthique de l'action. Ça renvoie à la définition que donnait Cynthia Fleury sur le ponos et Scolé et Herbol. Est-ce qu'il n'y a pas besoin, finalement, de créer d'agir plus dans le domaine de la phronésie, c'est-à-dire si on devait faire quelque chose de façon préventive, si on devait enseigner quelque chose, est-ce que ça ne serait pas de cet ordre-là qu'il faudrait aller vers un apprendre à vivre, à être, tout simplement avec le monde et à être ensemble? Merci déjà et merci pour cette introduction. Ce que j'aurais tendance à dire sur la phronésis, donc Aristote avait pensé ces trois domaines de la connaissance, épistémé, techné et phronésis, que vous avez bien résumé. Mais l'éthique de l'action, c'est les conséquences de ce qu'on fait pour soi et pour les autres. Donc ça, c'était déjà vrai du temps d'Aristote. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'aujourd'hui, il faut penser non seulement le court terme, mais aussi le long terme. Il faut penser non seulement le local, mais aussi le global. Et je suis pas sûr qu'Aristote aurait imaginé, par exemple, le réchauffement climatique. Et donc, on voit bien que nos progrès techniques font qu'on a aujourd'hui un impact sur le monde qu'il est difficile d'appréhender parce que on ne voit pas instantanément les impacts de ce qu'on fait. Et donc, sans combiner épistémé qui nous permet de comprendre les conséquences de ces actions, on ne peut pas vraiment développer une éthique de l'action. Mais épistémé et techné sont enseignés en classe, sont enseignés dans toute notre scolarité. C'est ce qui fait qu'on a progressé en termes de sciences et de technologie de manière quasi exponentielle. Et comme la phronésis n'est pas au cœur de nos enseignements et de nos apprentissages, eh bien notre capacité à penser l'éthique et à penser le temps long, à penser l'impact sur nous et sur les autres n'est pas suffisamment présente. Et juste pour vous donner quelques exemples, vous parlez d'un jeune médecin, je ne sais pas s'il est présent, mais a priori ce que je sais des études de médecine, c'est que la compassion diminue avec le nombre d'années passées pendant les études de médecine. Il se trouve que la capacité à penser éthique diminue quand on est dans une école d'ingénieur, en tout cas dans les écoles étrangères, parce qu'en France on ne mesure pas comme ça, on est sûr de pas avoir de problème. Et notre capacité à penser la coopération diminue avec le nombre d'années passées dans une école de commerce, dans ce business school plus généralement, parce que là aussi ça se mesure à l'international. Donc on voit bien que ces capacités là préexistent, mais sont en régression en fait, dans les endroits qui, en partie par leur hyper-compétition, amènent à une perte progressive de ces valeurs. Et donc est-ce qu'on cherche à mettre en avant cette capacité à penser l'éthique, à penser la coopération, à penser la compassion, ou est-ce que et si on ne le fait pas, on voit les dérives de notre société, qui est une société dans laquelle on va collectivement dans le mur. Si l'espérance de vie de la jeunesse diminue, comme nous l'annoncent l'OMS et l'UNICEF, c'est bien parce que on surexploite les ressources, on ne prend pas soin de soi, on ne prend pas soin des autres, on prend pas soin de la planète. Et donc cette surexploitation des ressources de soi-même et des autres, qui va jusqu'à l'épuisement dans des logiques compétitives, est profondément néfaste pour les individus, pour le collectif et pour la biodiversité. Juste pour le son, juste on va faire un effort parce qu'apparemment la salle ne nous entend pas, l'audience à distance ne nous entend pas bien et on va essayer de se rapprocher, François, tous les deux des micros et après je vous passe pour les questions des bons micros et puis vous posez des questions avec les micros, peut-être que c'est mieux là, je l'espère et tout.
Donc, Phronesis, donc, à partir de là, François, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux répondre à ce besoin? Quelles sont les solutions? Vous avez dit là-dessus, penser horizontalité, non verticalité, repérer les innovations sociales, on peut considérer que renforce en est une, mais écoutez, vous avez parlé de former les soignants, ce qu'on a commencé à faire, mais pas sous la contrainte. Vous avez parlé de renforcer les capacités de mise en action, de capacité d'agir, de gestion d'incertain, de former les enseignants à la gestion des émotions, à la prévention des risques psychosociaux, à la résolution violente des conflits. Et puis vous parlez aussi, vous formulez le vœu que les dirigeants soient mieux formés, qu'ils prennent mieux soin de leurs concitoyens, des autres, en particulier les plus vulnérables, ce qui nous renvoie à l'idée qu'il faut former au niveau leadership et qu'il faut agir dans ce domaine-là. Donc, si on devait apporter des réponses aujourd'hui, est-ce qu'on a les neurosciences, on a des outils informatiques, comment on peut mieux faire pour apprendre en commun, et je sais que vous y travaillez ici, en commun, ce qui est finalement un bien commun, il y a ce qu'on a dit, il faut apprendre, comment apprendre à penser fractal, voilà. Alors, vous avez parlé dans votre livre d'un grand service public de la connaissance, il ne faut pas créer un grand service public de la résilience individuelle et collective, un corps de réserve sanitaire, comme on disait, et puis est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un GPS de la résilience, parce que vous parlez d'un GPS de la connaissance, et elle fait pas de ces choses-là, est-ce que quelque part une boussole des choses sur lesquelles les gens qui pourraient s'appuyer? Mais alors c'est peut-être un peu confus pour ceux qui n'ont pas lu le livre d'utiliser ces termes. Vous connaissez tous le GPS dans le monde physique, ça vous aide à vous positionner et ça vous offre un tas de services qui vous permettent de passer de là où vous êtes à là où vous souhaitez aller avec des options, vous pouvez aller à pied, en vélo ou en transport en commun, etc. On n'a pas l'équivalent dans la connaissance. Et donc en fait, ce qu'on a prototypé ici, 5e étage, c'est là qu'est installée l'équipe qui fait ça, en particulier Jean-Marc Sévin. Jean-Marc a pris Wikipédia, et là où Diderot et d'Alembert pouvaient lire toute l'encyclopédie du XVIIIe siècle, aujourd'hui, plus personne ne peut lire les mêmes pages qu'elle tient. Par contre, une intelligence artificielle peut le faire. Donc, cette IA a lu, et c'est une intelligence artificielle qui fait ce qu'on appelle du machine learning, une machine qui apprend, et qui en l'occurrence transforme des textes en vecteurs. Donc, de même que l'intelligence artificielle peut reconnaître des chatons sans que vous l'ayez jamais défini ce que c'est qu'un chaton, juste en regardant beaucoup d'images sur Internet, vous pouvez faire la même chose avec des concepts. Et donc, la machine peut non seulement lire tout Wikipédia, mais transformer tous ces textes en vecteurs. Et vous en souviendrez probablement, même si c'est peut-être assez longtemps que vous n'avez pas vu un vecteur, c'est des objets qui permettent de définir des distances et des proximités. Et donc, si vous avez transformé les textes en vecteurs, vous pouvez savoir quels sont les textes qui sont les plus proches les uns des autres. Et à partir de là, on peut lui faire lire tout un tas d'autres concepts. Par exemple, on lui a donné tous les TED Talks, on peut lui donner tous les projets de nos étudiants, ou tous les textes que différentes communautés peuvent écrire, les communautés scientifiques ou les communautés d'entrepreneurs sociaux, par exemple. Et donc, à partir de là, on peut calculer des distances et donc des proximités et faire des recommandations. Et donc, on peut permettre si un jeune monte un projet, de lui dire, voici un TED Talk avec des orateurs inspirants, voici une publication scientifique sur le sujet, voici comment un entrepreneur social s'est engagé sur la cause qui l'intéresse, et on peut éventuellement lui permettre d'aller plus loin, parce qu'il peut aussi découvrir d'autres jeunes ou moins jeunes qui sont engagés sur ces sujets, et donc au lieu d'être matchés sur nos goûts, comme le font les algorithmes de Facebook en termes de publicité, vous pouvez être matché sur vos centres d'intérêt, votre envie de vous engager, votre envie de collaborer pour typiquement faire ensemble des choses que vous ne sauriez pas faire seul. Donc ça marche pour des corpus de texte. Alors ça peut être des corpus liés à la connaissance, ça peut être des corpus liés à la résilience. Donc si on avait des bases de données de résilience, c'est-à-dire comment est-ce que chacun d'entre nous individuellement, voire collectivement, a pu dépasser les difficultés et appris non seulement à survivre, mais à grandir face à différentes crises à la fois personnelles, locales ou globales auxquelles on peut être confronté, et on pourrait
mettre à disposition cette base de données et avec ce GPS des textes faire un GPS de la résilience. Donc on peut le faire par exemple sur un GPS des rêves. C'est pareil, vous jouez une base de données de rêves, invitez les gens à rêver et s'ils peuvent écrire ces textes qui peuvent commencer par un et si non, c'est ça qu'on propose dans le livre, mais on peut le faire à partir de tout un tas de corpus et encore une fois mettre les gens en connexion et la résilience. J'imagine que vous connaissez ici la devise de la ville de Paris, mais si on faisait un micro-trottoir, je ne suis pas certain qu'on aurait 100% de gens qui savent que fluctuer avec mer du tour, c'est fondamentalement une définition de la résilience. Et donc ça prouve que c'est pas la première fois qu'il y a des guerres, c'est pas la première fois qu'il y a des épidémies, c'est pas la première fois qu'il y a des crises, et que non seulement la ville de Paris, mais l'humanité plus généralement a survécu à ces crises. Et donc, ce qui compte, c'est non seulement de développer cette résilience, mais de développer une capacité à savoir qu'on peut sortir grandi de ce genre de choses. Il y a plein de choses qui ont été construites après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ne serait-ce que le droit de vote des femmes, qui n'est pas rien, il y a eu tout un tas de progrès sociaux qui sont nés de ce genre de catastrophe. Donc on peut le faire, mais ce qu'il faut, c'est retrouver l'espoir. Et moi, ce qui m'inquiète dans la situation actuelle, c'est de voir que 75% des jeunes pensent à l'avenir avec angoisse. Et ça, je trouve que c'est quand même catastrophique. Et le pire, c'est que c'est en partie justifié. Et donc, si vous avez, par exemple, lu le rapport du GIEC, vous pouvez être naturellement angoissé. Et pour vous donner juste un exemple de cette angoisse, qui pour moi est très parlant, il y a une jeune fille qui est arrivée à la maison des adolescents à Cochin, de l'autre côté de la Seine, et qui a dit « j'ai lu le rapport du GIEC, et je me suis rendu compte que la seule manière d'avoir une empreinte carbone zéro, c'est le suicide. » Et d'un point de vue strictement scientifique, elle a raison cette jeune fille. Et donc on est dans un monde qui est suffisamment fou pour qu'il soit rationnel de commettre l'acte le plus fou qui soit, qui est le suicide, en particulier chez un jeune. Donc on voit bien que, heureusement, sa psychiatre était quelqu'un de engagé, empathique et maligne, qui lui a dit, mais en fait, si tu te suicides et que si tous les gens qui, comme toi, veulent protéger la planète se suicident, on n'aura plus que Poutine, Bolsonaro, Trump et leurs amis, et ils vont finir de saccager la planète. Donc c'est pas la meilleure solution. Mais la meilleure solution, c'est donc de dire et de s'engager et d'agir. Mais est-ce qu'on apprend à s'engager et à agir à l'école aujourd'hui? Donc c'est ce genre de difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes, d'où leur grève du climat ou d'autres manifestations des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et c'est de notre responsabilité d'adultes que de créer un environnement dans lequel ils peuvent non seulement retrouver l'espoir, mais apprendre à agir, parce que cet espoir, c'est pas juste leur dire « t'inquiète pas, tout va bien se passer ». Non, tout se passera pas forcément bien, mais développer cette résilience, encore une fois, individuelle et collective, parce que face aux crises, l'humanité a toujours su rebondir, mais ça suppose une prise de conscience. Et la prise de conscience, en fait, elle est souvent plus aiguë chez les jeunes aujourd'hui que chez une partie de nos décideurs, en tout cas. Et donc, il y a une confrontation intergénérationnelle sur ces sujets et un besoin de transformation profonde. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette jeunesse, en fait, s'engage au nom de la science. Donc, ils ne sont pas du tout dans des formes d'obscurantisme. Et en fait, c'est une partie des décideurs comme Trump qui, pour moi, est un exemple de néo-obscurantisme. Il nie la science, il nie l'éducation, il nie en fait l'héritage des Lumières fondamental. Il nie toutes les avancées de l'équité en termes de genre, en termes de respect des minorités, etc. Et non pas que les Lumières étaient parfaites sur le sujet. Il valait mieux... c'est surtout les autres blancs qui essaient de faire entre eux, pour le dire vite. Mais et en fait, quand on regarde bien, c'était la même chose à Athènes. Ceux qui ont bénéficié d'Athènes et des Lumières, à partir d'un package qui était l'éducation, la science, la démocratie, la philosophie, les arts et le débat, et aller vers la citoyenneté. En fait, les gagnants d'Athènes sont les mêmes que les gagnants des Lumières, et les perdantes sont en partie aujourd'hui. C'est bien des preuves que les combats initiés pendant les Lumières sont loin d'être finis. Et que l'un de gauche, typiquement, a été entendu en son temps, de même que Condorcet, qui était tout à fait aligné sur à la fois le droit des femmes et celui des esclaves de l'époque. Mais parmi les gens qui sont toujours pas disponibles aujourd'hui, il y a les enfants. Et je
gens sont pas citoyens. Quand je me pose vraiment la question, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc on pose la question à des juristes, ils vous expliquent que si les enfants ne votent pas, c'est parce qu'ils sont pas suffisamment éduqués, pas suffisamment informés, pas suffisamment capables de comprendre la complexité des enjeux et trop influençables. Et en fait, c'est exactement les arguments qu'on donnait pour que les pauvres ne votent pas au XIXe siècle et pour que les femmes ne votent pas au XXe siècle. Donc, au XXIe siècle, je pense qu'il serait temps de réfléchir sereinement à cette question, parce que si on leur donne le droit de vote, la question en tant que biologiste, c'est à quel âge on peut le donner. Et en tant que biologiste, en fait, il ne se passe rien à 18 ans, il ne se passe rien à 16 ans, ni à 12 ans. Alors, éventuellement, en tant qu'éducateur, on peut se dire qu'à 6-7 ans, il y a la lecture, qui est un moment intéressant. Mais si on va jusqu'au bout de la logique, on pourrait le donner à la naissance. Et si on le donnait à la naissance, en fait, on donnerait aux parents le temps que l'enfant soit capable de se sentir capable de voter. Et finalement, pour avoir discuté avec beaucoup d'enfants, ils ont tous des réponses un peu différentes sur l'âge où ils se sentent capables de voter. Il y en a qui disent à partir de 7 ans, et il y en a d'autres qui disent seulement à 18 ans, mais en fait, il y a un continuum. Et on voit bien que ça dépend de leur éducation et de savoir si on les a aidés à réfléchir par eux-mêmes à ces sujets. Mais je pense que si on donne le droit de vote aux parents, je fais le pari qu'ils ne voteront pas de la même manière, en ayant la responsabilité de voter pour leur enfant, que quand ils votent uniquement pour leur intérêt personnel. Et donc je pense que ça changerait à minima le débat démocratique, ça le rééquilibrerait, et vous savez probablement que même quand ils ont le droit de vote à 18 ans, les jeunes votent beaucoup moins que les personnes âgées, ce qui crée tout un tas de biais. Par exemple, le Brexit n'aurait pas eu lieu si les adolescents avaient pu voter. Alors qu'il y a des gens qui sont morts aujourd'hui et qui ne vivront pas le Brexit, et les jeunes qui vont le subir ne peuvent pas voter pour l'éviter. Et c'est la même chose sur les sujets environnementaux et climatiques. Donc je pense que la résilience d'une société, elle passe par sa capacité à écouter les plus vulnérables et ceux qui vont subir le plus ces situations, et donc en particulier d'aider les plus jeunes. Merci beaucoup, François. On va peut-être se rapprocher un petit peu du centre pour qu'on nous entende un peu mieux, je crois. Ce que je retiens, c'est cette histoire de GPS de la résilience, et en tout cas, ce qu'on peut partager avec tous les accompagnements qu'on a pu faire avec Renfort, c'est que la plupart des gens, ça fait du bien qu'ils écoutent, que d'autres personnes perçoivent, que d'autres personnes vivent les mêmes choses que eux. Et le fait même de les mettre en relation, et le fait de partager une connaissance mutuelle est déjà un facteur qui contribue à la résilience. Et donc, organiser ce partage de connaissances sur ces jeux-là, ça me semble être un axe. Un troisième point, juste rapidement, pour cette idée de quatrième voie, et avant d'ouvrir aux questions dans la salle, est-ce que ça fait sens selon vous, et est-ce qu'il faudrait c'est une voie subtile, c'est un enseignement subtil basé sur l'expérience. On a pu le tester, nous, auprès de syndicats d'internes, on a fait des formations qui ont fait beaucoup de bien aux personnes qui les ont suivies, et il y a vraiment une demande, en tout cas dans le corps médical, de se former à ces choses-là. Et est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait pousser, à votre avis? Je pense qu'il faut avoir une vision assez fondamentalement holistique de la santé, et donc de la formation des soignants. Et je pense que, par exemple, l'OMS parle de One Health, qui inclut la santé humaine, la santé des animaux, pour éviter les zoonoses qui nous viennent des animaux, comme Covid, et la santé environnementale. Typiquement, la pollution dans les villes, le changement climatique feront des millions de morts. Font déjà pour la pollution et beaucoup de morts, et ça en fera toujours plus. Donc, on voit bien qu'il y a besoin de comprendre que notre société est de facto source de pathologie, y compris pour les médecins. Et donc, si on ne prend pas soin des soignants, il ne faut pas s'étonner qu'ils s'effondrent, et qu'au passage, les systèmes de santé s'effondrent. Et vous avez cité rapidement tout à l'heure ce que donne une éducation à la compassion chez les médecins. Et pour donner juste cet exemple, si vous dites à un médecin cancérologue, quand il reçoit pour la première fois un patient à qui il a une mauvaise nouvelle à annoncer, si vous lui dites de dire avec empathie qu'il sera là pour accompagner ce patient, quelles que soient les choses à traverser, et s'il conclut
consultation de la même manière, et bien les patients vont beaucoup mieux, même cliniquement, non seulement psychologiquement, mais même cliniquement. Donc il y a eu des essais randomisés, donc ça marche au moins aussi bien que la plupart des traitements. Donc c'est quand même important de le savoir, parce que il y a toujours eu un effet placebo, il y a un effet du médecin et de sa présence, et c'est pour ça que la médecine marchait même avant qu'elle ait des médicaments efficaces. Mais pour que cet effet fonctionne, que cet effet médecin fonctionne, il faut que le médecin ait cette empathie, il faut qu'il soit, y compris, formé à ça. Il faut que cette empathie en fasse preuve non seulement vis-à-vis de ses patients, mais vis-à-vis de l'ensemble de ses collaborateurs et de l'ensemble de la communauté hospitalière. Et donc, on peut changer la culture d'un hôpital, et ça a été montré, et ça la rend plus efficace, c'est plus agréable de travailler, les gens vont mieux, et leurs patients vont mieux, et ça coûte moins cher. Donc, on peut gagner vraiment sur toutes les dimensions en prenant juste le temps de redécouvrir notre humanité plutôt que de devenir des robots soignants, ce qui évidemment n'est pas fonctionnel. Et puis par ailleurs, on développe des robots qui peuvent contribuer à faire avancer la médecine, mais plus, je dirais, c'est vrai pour la médecine, c'est vrai bien ailleurs, y compris à l'école, plus la technologie progresse, plus il faut que l'humain progresse, et il faut qu'on affine nos dimensions les plus humaines, que sont cette compassion, cette capacité à se mettre à la place de l'autre et à l'aider dans ses difficultés. D'accord. Ce que je propose, est-ce que certains de personnes veulent poser des questions, et donc on a développé les 3 axes où on disait sur le besoin, et bien comment y répondre, et certains d'entre vous, dans vos actions, vous y répondez. Et puis cette idée de quelle voie est-ce que vous voulez vous lancer, puis on va demander à Yannick de nous faire une synthèse peut-être des questions qui sont sur le chat dans l'audience, et en espérant que vous nous entendiez correctement. Est-ce qu'il y a des questions Oui. Je veux bien. Merci. Je suis Isabelle Baer, à Renfort. Je voulais vous poser une question, François Dabéry, par rapport au GPS connaissance, ou peut-être demain un GPS de la résilience. Ceux qui sont les plus en capacité de naviguer, ce sont ceux qui sont les moins vulnérables. Donc à Renfort, c'est une société qui est sociale et solidaire, et notre objectif, c'est aussi de transmettre, c'est un bien commun, ces connaissances, et de toucher des personnes qui aujourd'hui sont sur le bord de la route, des publics qui sont à l'écart de ce type de pratique de résilience. Est-ce que vous auriez des suggestions à nous faire pour prendre soin, y compris de ceux qui sont toujours sur les bas-côtés? Oui, merci pour cette question. C'est sûr que le numérique peut quelque part augmenter les différences entre ceux qui ont accès et ceux qui n'ont pas accès. Il y a plusieurs manières d'essayer de travailler là-dessus. Une d'entre elles, c'est de former ceux qui sont au contact de ces populations et de leur donner au moins à eux ou à elles l'accès à ces technologies pour leur permettre de les augmenter dans leur travail et de partager, par exemple, les meilleures manières d'être à l'écoute et au service des plus vulnérables. Donc ça, c'est une manière de faire. Par exemple, ici même, on travaille sur la petite enfance, et on voit bien que former les tout petits n'ont pas forcément accès au numérique, et on ne le souhaite pas forcément, mais on peut néanmoins former les professionnels de la petite enfance et les parents. Et donc ça, c'est une manière de faire. Il y a une autre manière de faire qui est d'essayer de faire en sorte que la technologie soit d'abord abordable financièrement, mais aussi techniquement et humainement. Et pour vous donner un exemple, je parlais de texte. Typiquement, si vous êtes analphabète, ça va pas marcher ce que je racontais. Mais en fait, vous pouvez transformer des podcasts ou des vidéos en texte de manière automatique aujourd'hui. Et puis vous pouvez les transformer en vecteurs, et puis donc vous pouvez utiliser ce que je décrivais tout à l'heure. Donc en fait, le genre de service que j'évoque pourrait être mis en œuvre, y compris pour des gens
qui n'ont pas de culture directe textuelle. Et en Inde, par exemple, où il y a énormément d'analphabètes, il y a beaucoup de gens qui ont des téléphones sans nécessairement être capables de lire, mais il y a tout un tas de services avec des icônes, avec tout un tas d'interfaces qui peuvent être optimisées pour ces populations. Il y avait une question dans le chat, peut-être de Xavier. Je sais que les gens, Yannick, les gens ne peuvent pas parler, c'est ça, hein, On peut tenter. On peut tenter. Xavier, si tu veux poser la question, puisque le médecin que j'ai mentionné, c'est toi, et que tu as souvent parlé de ponos, d'argot, de scolé, des termes que reprend Cynthia Fleury, des équilibres qui sont installés dans nos sociétés avec un excès de ponos et pas assez de scolé. Est-ce que tu peux y aller, Yannick? Xavier, tu peux essayer de on te donne la parole. Hein, Yannick, non? Vous pouvez nous dire s'il a écrit sa question, vous pouvez nous la dire. Est-ce qu'on peut parler est-ce qu'on m'entend? On vous entend, oui. Oui, Xavier, on entend. Génial. Génial. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question. Je voulais revenir. Alors, on pourra effectivement parler de Ponos, Ergon et Scolé. Ça va peut-être se rejoindre. Je voulais revenir au tout début de l'intervention sur la notion de compassion, où vous expliquiez que la compassion diminue au fil du temps, notamment chez les médecins, alors, mais pas que, et aussi dans les études de commerce ou dans l'ingénierie. Je trouve ça très intéressant parce que l'initiative qu'on avait emmenée à Montpellier comporte évidemment cette donnée-là. Le premier communiqué de presse qu'on avait écrit évoquait l'idée de créer un véritable milieu, c'est-à-dire de faire venir dans la formation des médecins une pensée écologique, mais pas une pensée écologique comme on l'entend habituellement en termes de climat, en termes de prendre soin du climat, mais une pensée écologique en termes de véritable science du milieu, ce qui est la définition propre de l'écologie. Et pour ça, on voulait faire venir au sein même de la formation des nouvelles pratiques qui permettent de créer un nouveau milieu. Pourquoi un nouveau milieu? Parce que c'est les milieux qui, à mon avis, soutiennent justement par exemple la compassion. Alors le milieu qu'on avait créé, il passait par l'outil méditation, mais il peut y en avoir d'autres, et à renfort on a développé d'autres. Moi la question que j'avais, c'était de comment à l'intérieur des institutions trouver des solutions pour créer du changement, faire advenir le changement en pénétrant les institutions, parce que c'est toujours la difficulté suprême, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes volontés à des niveaux, par exemple au niveau des étudiants, mais il est toujours difficile de faire advenir ça à des niveaux supérieurs. Vu votre position, Monsieur Tadei, quelles a été vos solutions, vos pratiques pour amener des changements, amener une pensée transversale dans des institutions? Vous êtes par exemple à l'INSERM ou ce genre de choses. Voilà, ça c'était ma première question. Merci Xavier. Il y a des personnes dans la salle qui répondraient probablement mieux que moi, donc si elles veulent s'exprimer, qu'elles n'hésitent pas. En particulier sur la médecine, parce qu'elles ont œuvré pour essayer d'aller dans ce sens-là. La question plus personnelle sur le lien à l'institution. Il y a un sociologue de l'innovation qui est venu étudier ce lieu étrange dans lequel vous êtes, au moins pour ceux qui sont là physiquement. Et en fait, c'est un lieu qui a démarré autour de la salle café de mon labo à l'INSERM, effectivement. Et on avait juste quelques mètres carrés, et on a doublé de taille tous les 18 mois depuis une petite vingtaine d'années. Donc on a aujourd'hui 7 mètres carrés. Et j'ai toujours pas très bien compris pourquoi ni comment c'était possible, mais ce que je peux en dire, c'est qu'on a essayé de créer depuis le premier jour ce que moi j'ai commencé à appeler un cadre de liberté évolutive et féconde. Donc il y a un cadre parce qu'il y a des murs, parce qu'il y a des budgets, parce qu'il y a des lois, mais on essaye de maximiser le nombre de degrés de liberté dans ce cadre et de faire évoluer à la fois le cadre et le degré de liberté à chaque fois que c'est pertinent. Ça va, c'est à toi qui prends des ça. Merci de couper les micros. Et donc ça c'est... Ah mince, oui, t'es parti en début d'après-midi, je pense que j'arrivais, je t'ai pas...
Merci. Et donc, ce que je peux dire par rapport à ce cadre de liberté évolutive et fécond, c'est qu'en fait, ce sociologue de l'innovation qui est venu nous étudier nous a fait prendre conscience qu'on avait un rapport assez singulier à l'institution. Et ce rapport, en fait, c'est un rapport, l'institution, on peut la définir comme un upper ground, et les gens qui sont sur le terrain, on peut dire qu'ils sont underground, ou des fois underground s'ils sont activistes et qu'ils essaient de transformer les choses. Et aujourd'hui, il y a souvent un rapport conflictuel entre le terrain et l'institution. Parce que l'institution est moins réactive et moins capable de comprendre les difficultés du terrain qui en plus croissent en période de crise. Et donc il y a une vraie difficulté. Et donc en fait, un middle ground, et c'est comme ça que ce sociologue nous a caractérisé comme les middle grounds sont des lieux interstitiels dans lesquels on crée des collectifs qui savent travailler d'une part avec l'upper ground, qui se rendent compte pour la partie éclairée de l'upper ground des difficultés de l'institution, et qui sait offrir ce cadre de liberté évolutive et fécond aux gens qui sont sur le terrain et qui subissent et qui souhaitent s'auto-organiser pour faire ensemble des choses qu'ils ne sauraient pas faire seuls. Et donc ça, je pense que ça peut se créer dans plein d'endroits. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a créé le GPS de la connaissance ou des rêves ou de la résilience dont on parlait tout à l'heure, c'est pour permettre de mettre en relation des gens qui en fait ont des projets très proches. Si, comme Pierre Curie, vous voulez faire de votre vie un rêve et de vos rêves une réalité, il est peu probable que vous puissiez le faire complètement tout seul. Mais si vous pouvez vous connecter avec d'autres acteurs de terrain qui ont les mêmes rêves et progressivement bâtir quelque chose qui soit suffisamment convaincant pour l'institution, qui à ce moment-là peut vous donner un peu de moyens pour croître et développer votre projet, à ce moment-là, il peut se passer des choses intéressantes. Donc nous, c'est vraiment cette modalité qu'on a essayé de mettre en œuvre, et si vous vous sentez de répondre, peut-être que vous pouvez illustrer cette dimension-là sur la question plus directement liée à l'occupation. Merci François. Chloé Gramont et ma collègue c'est Marie. Je suis médecin, peut-être qu'on se connaît déjà, et on a créé en fait depuis 3 ans ici un terrain d'exploration, on va dire, auprès notamment des étudiants dans un premier temps de la faculté de Paris, et puis là ça s'étend un petit peu, qui va dans ce sens dont tu parlais de milieu, j'aime beaucoup ça. Et ce qui me vient aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il y a à la fois être un petit peu à l'écart, comme le disait François, être en dehors, et en même temps avoir la confiance de l'institution en fait, pour déployer quelque chose. C'est-à-dire que si on n'est que à côté, on reste à côté en fait du terrain vers lequel on va œuvrer pour. Et en même temps, il y a besoin de créer un climat de confiance et donc d'être soutenu par l'institution avec laquelle on va interagir en fait. Et pour prendre l'exemple de Montpellier, parce que du coup, il y a un UE savoir-être qui est développé là depuis 1 an. Et en réalité, ce qui est très intéressant, c'est que c'est peut-être un exemple de pas être à côté, donc en proposant des pratiques méditatives, des choses que j'ai fait moi aussi. Mais l'institution s'engage à une nouvelle culture du soin de manière transversale et pour plusieurs générations. Donc voilà, ce truc de quand même créer des espaces de confiance pour permettre la transformation, et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui se passe en tout cas dans cette structure ici dans laquelle vous êtes. Alors, je sais pas si Merci beaucoup. Oui, vas-y. Pardon. Non, je voulais compléter avec une remarque, question, point de vigilance. Marie-Rose Mirdac, je suis donc médecin anesthésiste réanimatrice, et j'ai vu passer récemment que la PHP met en place un numéro d'écoute pour les familles des patients de réanimation, qui s'est développé suite au Covid où les familles ne pouvaient pas venir en réanimation, et ce qui va sans doute permettre des études autour du vécu des familles et d'une certaine prise en charge psychologique, et moi je ne peux m'empêcher de me dire attention, pour moi c'est une fausse bonne idée.
On est en train, je trouve, j'aime beaucoup l'idée de faire de la recherche, de mettre de la lumière et de mettre des choses en place, mais je vois aussi ce que décrit Corinne Pellichon dans Les Lumières à l'âge du vivant, de ce risque de fragmenter le réel. Et je dis, là, attention aux fausses bonnes idées, parce que pour moi, en fait, cette place, elle est au soignant qui est au lit du malade. Mais c'est beaucoup plus dur de le prouver, de le montrer, de donner du temps, et donc de l'argent à ce temps de soignant, et aussi de former tous les soignants à cet accompagnement. Et là, je trouve, on veut en plus mettre des infirmières de réanimation au bout de ces lignes d'écoute. Et je me dis, les soignants au lit du malade ne seront plus que des techniciens et on va externaliser quelque part ce temps d'écoute. Comment finalement réussir à trouver cet équilibre en fait. Oui, une question, je voulais juste rebondir avec Xavier, parce que juste faire le parallèle avec ce que vous avez dit, c'est, à titre personnel, ce que tu dis Xavier, c'est finalement ceux qui devraient décider de l'institution, des rapports des institutions hiérarchiques sont des gens qui ne sont pas conscients de ce que ça peut apporter, que ça renvoie à la notion de conscience. C'est ce qu'on a vu en aviation, les chefs qui étaient décalés ne pouvaient pas comprendre que, et moi je pense qu'il faut les approcher en direct et il faut persévérer, en fait, il faut former des gens qui vont devenir des chefs, qui vont devenir des décideurs, et puis travailler, et la notion centrale sur laquelle on se réunit tous, en fait, si on réfléchit quels que soient nos angles, c'est la notion de conscience. Il faut avoir conscience de l'urgence de travailler ça. Et ça, c'est quelque chose qui va s'enseigner. Et donc, je pense qu'il y a différents types de formations, des formations directes, indirectes. Il y a quelque chose peut-être à réfléchir ensemble. Une question, pardon. C'est en lien avec la remarque posée juste avant. Et maintenant, ce serait prendre soin, c'est quelque chose qui est. Ça marche, le micro? Je ne sais pas. C'est bon, le micro oui, je pense. Oui, vous voulez voir. D'accord. C'est beaucoup plus difficile à mesurer. Et donc, à partir du moment où on est dans des organisations qui sont plus orientées, qui sont optimisées par des métriques, alors soit plus financières, en fait. Comment réussir à attribuer le temps justement pour ce côté prodocent. Moi, je travaille sur le sujet plus des organisations régénératives et sur lequel on va retrouver la même problématique in fine, qui est que toute cette partie plus soft in fine, comme elle n'est pas facilement mesurable, et est-ce vraiment souhaitable d'ailleurs de la mesurer, je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Du coup, elle est souvent laissée de côté et on n'attribue pas de temps. Comment voyez-vous ce paradoxe? Et je pense que là-dedans, le design de l'institution et la façon justement dont elle s'optimise, et dans la santé, je pense à des exemples comme Buurtzorg, par exemple, aux Pays-Bas, on voit bien que c'est un travail qui n'est pas juste sur les soignants, mais aussi à un niveau plus structurel. Quel est votre avis sur ces sujets? Merci. Donc j'aime beaucoup l'exemple de Buurtzorg parce que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en donnant de la liberté aux personnes au contact direct avec les patients que sont les infirmières et les infirmiers, ils ont amélioré la santé, diminué les coûts et évidemment le bien-être au travail. Donc on peut être gagnant-gagnant, y compris sur des choses qu'on peut mesurer facilement du genre le taux de hospitalisation ou combien ça coûte à la sécurité sociale hollandaise, et il y a des expériences en France qui sont en train de reproduire ça, et donc on sait que ça marche aussi chez nous, donc il suffit pas de parler hollandais pour que ça marche, c'est pas une question de culture, c'est une question de mode d'organisation. Donc je crois beaucoup à ce genre de choses, et effectivement, ce qu'il faut se demander, c'est dans tout ce qu'on mesure, qu'est-ce qui compte vraiment, et donc comme ce qui compte vraiment des fois ne se mesure pas. Et c'est là qu'il y a un paradoxe, parce qu'on utilise le mot compter de plein de manières différentes en fait, y compris quand on l'écrit comme raconter. Et donc il y a besoin d'inventer d'autres choses, et il y a des exemples comme Buurtzorg qui montrent que c'est possible. Donc on peut y compris mettre en récit ce qu'a fait Buurtzorg, et donc le compter au sens de le raconter. Et je pense qu'on a besoin de ce genre de choses pour inspirer, et pour donner envie, et pour que
dans chaque société humaine, dans chaque communauté professionnelle, on puisse utiliser ce genre de principe et redéfinir pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qui fait vraiment du sens, et plutôt que d'avoir des KPI ultra précis qui sont pas forcément très signifiants, mais qui, à partir du moment où ils existent, s'imposent, et à partir du moment où ils s'imposent, ils dénaturent les choses, parce qu'on ne prend plus en compte ce qui compte vraiment. Donc, à mon avis, quelque chose de très important. Et pour répondre à Xavier sur la notion de milieu, il y a en fait un milieu intérieur, une espèce d'écologie personnelle, il y a une écologie relationnelle et il y a une écologie qui inclut l'ensemble de notre environnement. Et je pense qu'en fait, on a besoin de se reconnecter à soi, de se reconnecter aux autres et de se reconnecter à son environnement, et pas d'être, encore une fois, dans des logiques d'exploitation de soi, d'exploitation des autres et d'exploitation de l'environnement. Et en fait, les Lumières ont donné le sens à la révolution industrielle qui a compté et survalorisé quelque part un certain nombre de formes d'exploitation, y compris de soi et des autres et de l'environnement, et qui amène à une bonne partie des difficultés qu'on a aujourd'hui. Donc, apprendre à se reconnecter à son écosystème intérieur, à son écosystème relationnel et à la nature, y compris, par exemple, une des choses qui marche le mieux pour se reconnecter à la nature, c'est tout simplement d'aller se promener en forêt. Mais comme ça coûte rien, il n'y a pas de marché entre guillemets, il n'y a pas de gens qui font la publicité pour ça, et donc quand vous êtes sur Internet, vous aurez des pubs pour plein de choses, mais pas pour des choses qui comptent. Donc comment est-ce qu'on inverse ce genre de logique? On est en train de se demander, à propos de GPS, si on peut faire des GPS, des émotions par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez la notion de solastalgie. Pour ceux qui ne connaissent pas, la solastalgie, c'est l'émotion que vous avez face à une nature qui a été abîmée par l'homme. Donc typiquement, votre plage préférée qui est pleine de sacs plastiques, ou un glacier qui a fondu, ou une forêt qui a brûlé, ou qui a été coupée, etc. Et donc on a des émotions vis-à-vis de nos relations aux autres êtres humains, mais aussi en fait à l'ensemble du vivant. Mais si on géolocalise ces émotions, si on se rend compte qu'on n'est pas le seul à considérer que c'est juste horrible de voir cette plage abîmée, et bien peut-être qu'on peut se regrouper, créer un collectif et passer à l'action. Parce que l'émotion, c'est ce qui vous met en mouvement. Et donc si vous vous mettez en mouvement collectivement, il peut se passer des choses intéressantes. Et la question, c'est comment on passe de l'émotion individuelle à l'émotion collective, et comment on passe de l'émotion collective à l'action collective, via l'intelligence collective. Et c'est pas complètement évident, parce que si vous passez par des cases bêtises collectives, par exemple, ce qui est en partie amplifié par le web aujourd'hui, il n'est pas dit que en moyenne ça aille mieux. Et malheureusement, c'est le risque. Déjà ça se produit, mais ça peut encore s'amplifier. Et donc il y a vraiment besoin y compris de faire la recherche sur ces sujets, mais par exemple avec un téléphone, vous pouvez assez facilement partager les émotions que vous avez et les géolocaliser. Donc faire des sciences participatives, des émotions, de la solastalgie ou d'autres formes d'émotions, et se dire mais en fait si on est plein à avoir cette émotion à cet endroit-là, peut-être que ça vaut la peine de réfléchir à pourquoi et qu'est-ce qu'on peut en faire, et est-ce que ça peut justement devenir un moteur de changement et d'engagement. Parce que en fait, passer de l'émotion à l'action, il faut se sentir capable de. Il faut être, pour utiliser un mot anglais, empowered, mettre en capacité de. Et ce mot qu'on n'a pas vraiment en français, ce qui dit pas mal de choses sur notre culture, nous montre que, et en fait, on est mis en capacité de si on est dans un collectif bienveillant et qui nous permet d'exprimer nos émotions, de dire ce qu'on a sur le cœur, pour pouvoir dire ce qu'on a dans la tête et ce qu'on a dans les mains à offrir aux autres. Mais on a besoin de créer ces cercles de parole, ces moments de co-construction, d'action qui sont portés par nos émotions beaucoup plus fortes. Et comme ces émotions, justement, elles se quantifient pas, en tout cas pas facilement aujourd'hui, il y a un vrai besoin au moins de lieux de parole. Alors que ces lieux soient physiques ou digitaux, ça se discute après, mais je pense qu'ils doivent finir être physiques, mais peut-être que le digital peut contribuer à faciliter les rencontres et les conversations de ce type. On verra, merci beaucoup, et on viendra sur cette question-là sur laquelle on retourne, c'est la question que les institutions prennent le temps et je vais faire le parallèle, moi, avec ce qu'on a vécu dans l'aviation de combat, on avait beaucoup d'accidents, et rapidement on a obligé les gens en termes d'éducation à prendre le temps
on est passé de l'accident, de l'incident, presque accident, presque accident, donc il y a directement des impacts. Et ça, c'est vraiment un problème de ratio, et je crois que beaucoup, encore une fois, d'éduquer à cette phronésis, d'éduquer à cet équilibre dont vous parlez, François, d'éduquer à tout ça, et d'accepter, d'organiser la vie pour qu'on ait ce temps-là, en tout cas, pour changer. Mais c'est tout le chantier futur. Une question, peut-être, Yannick? Il y a une question derrière toi aussi, pas. Merci beaucoup déjà. Merci d'avoir organisé cette rencontre avec des personnes inspirées et inspirantes. Je voulais répondre à une question sur le comment. On peut attendre d'être dans un environnement bienveillant pour se dire allez, je me lance et je vais pouvoir parler, je vais pouvoir exprimer les émotions, je vais pouvoir les vivre en toute sécurité. Mais on peut attendre longtemps. Il y a une possibilité en fait, mais qui nous appartient en fait, c'est celle d'incarner, c'est d'être en fait ce que l'on pense, d'être ce que l'on veut, et de susciter par ce biais la curiosité et l'intérêt. Se dire tiens, c'est bizarre, cette personne-là, dans un milieu professionnel très très dur, elle ne se met jamais en colère, elle sourit, elle me dit bonjour. Et en fait, on suscite de la curiosité, mais comment se fait-il que cette personne que parfois on bouscule ne s'énerve pas, n'a pas de ressentiment? Et au fur et à mesure, on va créer en fait l'environnement, parce qu'on va donner envie aux autres, à ceux qui nous entourent, non pas de nous ressembler, il ne s'agit pas de s'ériger en exemple, mais c'est dire il a l'air de bien vivre en fait les situations, il a l'air de bien vivre tout court. Et je vais vous donner un exemple. Alors j'ai la chance de vivre avec une sclérose en plaques depuis 20 ans. Et il y a quelques années, un neurologue me reçoit très speed, comme toujours, sa pétrière, et elle me dit, Xavier, j'adore vous recevoir parce que vous n'êtes jamais en colère, vous êtes calme, vous êtes détendu, vous acceptez en fait. C'est quoi votre secret? Alors je lui ai parlé de ma pratique méditative, et alors qu'elle n'était pas du tout appétente au sujet, elle a compris qu'il y avait quelque chose à faire avec ses autres patients. Et donc elle a organisé, avec une cadre de santé, des ateliers de méditation en fait, pour les patients à qui on venait d'annoncer leur sclérose en plaques. Voilà. Et donc, si on attend encore une fois que tous les paramètres soient réunis pour faire, on peut attendre longtemps, on peut simplement incarner, être, avec beaucoup d'humilité aussi, hein, et se dire, bon, ben, je me lance. Et même dans les entreprises, je travaille dans la Banque française mutualiste, mais avant j'ai travaillé dans des entreprises très capitalistiques, où la seule chose qui compte c'est la rentabilité, ce qui peut s'entendre. Hein. Et quand certains dirigeants se disent, ah oui, la méditation, tout ça c'est super, ça va rendre mes collaborateurs plus performants, donc plus rentables. Ok, vous avez le droit de le penser. Si vous le pensez, et que vous m'autorisez à diffuser la méditation, à transmettre, à accompagner des collaborateurs qui sont en souffrance, et que vous, dans votre esprit, vous dites, ça sera plus rentable, j'accepte. Mais en attendant, j'aurais aidé, j'aurais transmis, j'aurais accompagné. Et au fur et à mesure, par capillarité, en fait, peut-être qu'au 21e étage de la tour Alliance à la Défense, eh ben, ça rentrera dans leur esprit aussi. Voilà. Donc, l'idée, dit, hein, soit le changement que tu veux voir dans ce monde, n'attendons pas que le monde soit tel que nous le souhaitons pour agir, agissons, encore une fois, et on a vraiment de très très belles surprises. C'est en phase avec la philosophie de ce qu'on essaie. Merci beaucoup. Une question de la conversation pour François. L'institution. Très bien. L'institution empêchant finalement la transformation, comment agir à une grande échelle? Quels sont nos leviers d'action pour ne pas simplement créer des poches d'innovation ici et là, mais pour engager une démarche globale et uniforme sur les territoires, notamment dans le secteur de l'éducation auquel j'appartiens? Ouais, c'est une bonne question, évidemment. Je suis pas sûr, et juste le problème que j'aurais, ce serait avec le mot uniforme. Mais pour tout le reste, j'étais assez d'accord. Donc je pense que probablement la meilleure manière, c'est de partager ce qu'on fait.
et de créer les conditions de l'inspiration et de la capacité que d'autres puissent s'en emparer. Donc idéalement, l'institution devrait servir d'amplificateur, et certains le font, mais c'est pas si simple. Je suis assez d'accord que, en fait, l'éducation nationale a un problème principal, je pense, qui est qu'ils sont pas encore au niveau où l'armée de l'air a su progresser, où les médecins ont su progresser, qui est de libérer la parole pour dire ce qui ne va pas. Et donc quand on est dans une logique de ce qu'encore sont qualifiés d'omerta, mais qui est techniquement on parle de devoir de réserve, et ben, si on ne sait pas dire les problèmes, on peut pas les résoudre. C'est aussi simple que ça. Et donc ça veut pas dire qu'il faut pas le dire de manière constructive, mais fondamentalement je pense que on a un devoir de s'exprimer. Si on veut éviter les accidents, ou que les incidents deviennent des accidents, il faut décrire ce qu'il se passe, et pour faire de la prévention, et pour trouver des solutions. Et donc, je pense qu'il y a un vrai devoir de partager les difficultés et les pistes de solutions que les uns et les autres ont mis en œuvre. Et ça peut se faire à l'échelle d'une classe, si on est enseignant, à l'échelle d'un établissement, si on est impliqué dans la gestion de cet établissement, à l'échelle d'une circonscription ou d'une académie, suivant sa position dans la hiérarchie de l'éducation nationale. Mais c'est vrai que c'est une institution qui est très verticale. Et par rapport à l'horizontalité dont on parlait tout à l'heure, c'est à la fois l'une des plus grosses institutions au monde, en termes de nombre de salariés, et une des plus verticales. Et une de celles qui a le moins su permettre l'expression des besoins et d'encourager la capacité individuelle et collective à faire face. Et je pense que, par exemple, travailler sur la résilience, on peut le faire en cours de l'ADAM avec Marito, mais on peut le faire si, par exemple, on avait invité les élèves à la rentrée post-Covid, et on a encore une rentrée post-Covid, à ce que chaque enseignant qui le souhaite, d'écouter ses élèves et de leur donner du contexte. Vous pouvez expliquer l'épidémie comme un matheux, vous pouvez l'expliquer comme un biologiste, ou comme un historien, ou comme un économiste, ou comme un géographe. Enfin, quelle que soit votre discipline, vous pouvez libérer la parole et la contextualiser, et passer et favoriser une expression des émotions pour dire effectivement ça n'a pas été facile. Mais si on recontextualise, on peut essayer de chercher ensemble des solutions. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et pour moi, il faut passer de ce défi que l'école a subi, comme toute la société, mais particulièrement l'école, associée au Covid, pour se dire comment est-ce qu'on passe à une école des défis, c'est-à-dire une école où les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, l'ensemble de la communauté éducative apprend à relever les défis. Et on en a plein des défis. Et c'est pas juste de passer un concours et de s'enregistrer sur Parcoursup en espérant gagner à la loterie, etc., avec toute l'angoisse qui est associée. Mais c'est fondamentalement d'apprendre à relever des défis. Et l'école est pleine de défis, mais on est tous capables de relever ces défis. Mais il faut encore qu'on passe dans une logique justement de mise en capacité, d'empowerment. Et c'est probablement un des défauts principaux de notre système scolaire, c'est que ce mot-là fait pas partie du vocabulaire. Et c'est vraiment ce que je reçois cette semaine, quelqu'un que j'ai cité la semaine, il y a 10 jours, juste derrière ce mur, je recevais un monsieur qui s'appelle Bill Gates. Il faisait une conférence sur comment est-ce qu'on prévient la prochaine pandémie. Il a fait des TED Talks sur le sujet, vous avez peut-être vu. Et donc je le reçois et je lui dis, je devais faire quelques mots d'introduction et je lui dis, moi j'adore les TED Talks sur les virus, mais je vais vous dire quel est celui qui est mon préféré. C'était pas le sien. Je lui dis, c'est celui d'une enseignante qui a décidé qu'elle voulait inoculer un virus à ses élèves, qui me regarde un peu bizarrement. Et cette enseignante, qui s'appelle Kiran Sethi, qui sera d'ailleurs ici cette semaine, c'est une indienne qui veut propager le virus ICAM. Donc cette capacité à être empowered. Et en fait, elle le fait avec 4 principes qui sont très simples et qui résonnent avec ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Le premier, c'est feel. Il faut que les élèves comprennent leurs émotions. Ensuite, il faut qu'ils imaginent une solution qui leur permet de répondre aux défis que leur émotion a captés. Et puis ensuite, il faut qu'ils passent à l'action. Et ensuite, il faut qu'ils partagent ce qu'ils ont fait.
Et donc, Field Imagine Do Share, en France, ça existe, ça s'appelle Bâtissez un peu possible. C'est des projets qui ne sont pas encore suffisamment passés à l'échelle de mon point de vue, mais en fait, on peut le faire non seulement avec les élèves, on peut le faire avec les enseignants, on peut le faire avec tous les citoyens. Donc, ce genre de petits principes simples, on peut les mettre en œuvre pour justement, à l'échelle de sa classe, à l'échelle de son établissement, à l'échelle, encore une fois, de la communauté humaine à laquelle on appartient, contribuer à libérer les émotions, libérer les imaginaires et permettre de passer à l'action pour faire des choses et ensuite les partager. Donc c'est vraiment des principes très simples. Honnêtement, j'ai vu des enfants de maternelle le faire. Donc si les enfants de maternelle peuvent le faire, je pense que les adultes devraient pouvoir les réaliser. Super. Et juste en termes de partage avec ça, François, j'avais envie de proposer à l'éducation nationale de mettre en place ce qu'on a mis en place dans l'armée de terre. C'est assez surprenant, mais on avait des boîtes confidentielles complètement privées qu'on appelle J'ai vécu, grand G, grand V, grand Q. J'ai vécu, c'est un accident et tout le monde partageait ce qu'il avait vécu et c'était exploité. C'était totalement anonyme et ça a permis, c'est un facteur de sécurité. Donc, voilà, c'est un partage confidentiel. Donc, c'est pas du tout antinomique de mettre de l'informel et du confidentiel dans une institution. Changera. Je le sais. Oui. Bonjour et merci François Tellier de me recevoir ici. Moi je suis Jean-Gérard Bloch. J'ai beaucoup d'émotions à dire qu'on a créé ensemble avec Emmanuel Renfort, qui est un collectif qui essaie effectivement d'apporter des solutions à ces problématiques de résilience, d'accès pour le plus grand nombre, pour tous, en particulier ceux qui n'ont pas accès et ceux qui sont laissés de côté par cet accès à une connaissance, un savoir. Beaucoup de reconnaissance aussi pour tout ce que vous avez fait, François, avec le modèle de cette structure et ce collectif qui s'est créé en quelques années, le livre que vous avez écrit, ces apports de connaissances. Je suis émerveillé par cette diffusion et cette progression sur la connaissance. Il y a une dimension que je voudrais peut-être évoquer et qui est au cœur de mon action depuis de nombreuses années, qui fait écho aussi à ce qui a été dit ici sur l'accès à la connaissance, l'apprendre, c'est celui de l'expérience vécue. Et au travers de ces éléments d'expérience vécue que moi j'ai découvert comme médecin, posant beaucoup de questions et souffrant dans les premières années de médecine et de pratique de toutes les séparations que je voyais par rapport à une intuition que je comprenais pas à l'époque d'unité et d'interdépendance que j'ai appris à connaître au travers de la méditation depuis de nombreuses années. Et la dimension d'expérience vécue dans la médecine, par exemple, c'est ce qui permet de compléter les dimensions de seuil métrique et d'évaluation quantitative par des approches d'évaluation qualitative, et ça fait un petit peu écho à ce que vous disiez juste avant, madame. Et par la place, mais c'est ensemble, et ça fait aussi écho à la dimension d'expérience vécue. Ça n'est pas que dans la médecine que cette dimension d'expérience vécue doit pouvoir se retrouver. Et c'est peut-être aussi une des clés de solution par rapport au programme que l'on rencontre dans une vision One Health de l'OMS que vous évoquiez, François, de à la fois la santé individuelle, la santé collective, la santé de la planète, des animaux, de tous les écosystèmes où cette dimension d'interconnexion existe. J'ai eu la chance depuis 10 ans de pouvoir créer différentes approches qui essaient de toucher différents milieux dans le monde de la santé, chez les médecins, en apportant un module de méditation qu'on a créé à Strasbourg depuis maintenant 5 ans, qui touche les étudiants en médecine et qui fait aussi des petits partout maintenant qui commencent à se développer à Paris. Il y a même des MOOC sur le sujet. Et il y a même un magnifique MOOC qui a été développé par Chloé Bramy et par Swazit Michelot que je trouve absolument magnifique. Des formations aussi comme ça pour les étudiants en psycho, les étudiants en pharmacie, les étudiants en école de management, avec une formation
à l'école de management de Strasbourg pour les étudiants en master 2 de relations humaines. Donc des petites choses qui effectivement diffusent, et je pense que toutes ces initiatives permettent de diffuser cet accès à une connaissance qui n'est pas que théorique, mais qui est aussi issue de l'expérience vécue et qui intègre dans cet accès à la connaissance une dimension de pratique d'intériorité. La méditation en est une, mais c'est probablement pas la seule. Et la possibilité alors, par rapport aux institutions, je me suis aussi souvent posé la question et il y a quelques réponses qui ont été évoquées dans cette salle. Moi, j'ai essayé d'en trouver une avec la création d'un diplôme universitaire leadership, méditation et neurosciences, créé avec l'école de management de Strasbourg, qui existe maintenant depuis 1 an et dont Félicité a été parmi les pionniers de cette institution. Mais je reste émerveillé par la façon dont vous avez réussi, vous, à créer effectivement cette structure qui matérialise la chose. Et je retiens une chose parmi plein d'autres, 2 choses peut-être. Cette merveilleuse chose du GPS, de l'intelligence artificielle utilisée pour être un vecteur de connaissances. Première fois que je l'ai entendu, ça a tout de suite fait écho pour moi à l'instant avec la notion de vecteur d'état en physique quantique, quelque chose qui, je ne sais pas si c'est aussi une des inspirations de cette démarche que vous avez engagée là, mais qui me semble potentiellement très 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 féconde avec des applications très nombreuses. Et la deuxième chose, c'est celle de cette liberté, le degré de liberté à essayer d'augmenter dans le développement d'une structure à la fois du local vers le global et de l'individuel vers le collectif pour avoir une dimension. Donc un grand merci pour tout ça. Et peut-être vous interrogez, mais je sais que vous avez une réponse à ça, sur cet aspect de l'expérience vécue. Une des définitions de Francesco Varela de la méditation, et ça fait écho à votre vie de biologiste aussi, c'est que la méditation, c'est une science de l'expérience vécue. Il y a toute cette dimension, comme on parle très bien aussi Claire Petit-Mangin avec l'approche de la neurophénoménologie, de la microphénoménologie, qui permet de passer de connaissances théoriques à une connaissance incarnée et plus vaste de toutes les dimensions de notre existence et de notre façon d'être au monde, qui peuvent avoir une influence sur la façon dont, à la fois en se transformant en soi-même, on peut chacun à sa dimension tenter de changer le monde. Merci pour ce témoignage. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que Confucius disait qu'il y a 3 manières d'atteindre la sagesse. La première, c'est de faire beaucoup d'erreurs, mais d'apprendre de ces erreurs. La deuxième, c'est de prendre le temps de réfléchir suffisamment profondément à un sujet, ce qui peut impliquer des pratiques méditatives. Et la troisième, qui d'après lui était la plus simple, c'était d'imiter les gens les plus sages autour de soi. Le problème, c'est qu'il n'a jamais dit comment identifier les gens les plus sages autour de soi, et que tous ceux qui se prétendent être les plus sages autour de soi ne sont pas forcément les plus sages autour de nous. Donc c'est une difficulté inhérente. Néanmoins, si on faisait une science participative de ces expériences personnelles, de nos échecs, de nos difficultés, de nos réflexions et de nos sources d'inspiration, en fait, si on partageait systématiquement ça, encore une fois, sous format de texte ou au même endroit, on peut ensuite les transformer en vecteurs et utiliser le GPS dont je parlais pour mettre les gens en contact avec d'autres qui ont vécu des expériences similaires et éventuellement pour non pas qu'ils les imitent, mais qu'ils aient un dialogue fécond pour comprendre les différences et les similitudes et ce qui peut être appris de l'expérience de l'autre. Donc je pense que ce genre de choses, en fait, la technologie pourrait le faciliter. Jusqu'à maintenant, c'est plus des rencontres, etc. Je pense que c'est très important, encore une fois, ces rencontres, et que quand on est un peu seul à vivre une expérience donnée dans son environnement local, on n'a pas forcément la possibilité de rencontrer des gens qui ont suffisamment d'expérience et d'empathie pour comprendre ce qu'on vit, donc c'est pas toujours facile. Je pense que la technologie pourrait aider,
Et d'ailleurs, ça m'évoque aussi ce poète de T.S. Eliot que j'aime beaucoup, qui dit où est passée la vie qu'on a perdue en la vivant, où est passée la sagesse qu'on a perdue dans la connaissance, et où est passée la connaissance qu'on a perdue dans l'information. Je pense que s'il était là aujourd'hui, il dirait peut-être où est passée l'information qu'on perd dans les données. Et en fait, on a des technologies pour les données, on a des technologies pour l'information, on n'a pas grand-chose pour la connaissance, honnêtement, on n'a rien pour la sagesse. Et pour le coup, faut pas s'étonner que nos vies manquent de sens, qu'elles manquent de pertinence. Alice, excusez-moi. J'aurais juste une question complémentaire par rapport à ce que vous venez de dire. Pour collecter des récits sur une expérience donnée, c'est quoi la structure simple d'un récit qui ensuite pourrait être exploitée de façon quantitative par l'intelligence? Je pense que le simple texte peut suffire même sans une vraie structure. Il faudrait faire des expériences, honnêtement, pour faire de la recherche, pour préciser ça. Je pense que l'IA qu'on a fait aujourd'hui devrait pouvoir faire au moins un match qui pourrait peut-être s'améliorer si la structure du récit était plus systématique, du genre, on pourrait répondre par exemple au grand W, pourquoi, quand, comment, où, etc. Pour reprendre ces where, when, why, etc. Donc on pourrait utiliser ce genre de choses pour avoir une structure, et peut-être que ça faciliterait le match. Mais je pense que déjà, même en récit libre, entre guillemets, on devrait, en tant qu'humain, au moins on peut faire la connexion. Donc la question, c'est à partir de quand la machine est capable de faire aussi la connexion, et je pense qu'il faut faire un peu d'expérimentation sur le sujet, mais pour vous donner des exemples un peu triviaux, mais quand j'ai écrit Et si nous, j'ai donné à la machine à lire chacun des chapitres, et elle m'a recommandé des TED Talks, et honnêtement j'ai appris plein de choses en regardant ces TED Talks. Je pense que ça marche déjà au moins en partie. Ça marcherait probablement encore mieux si mais mon TED Talk n'avait pas la même structure, enfin mon bouquin n'avait pas la même structure qu'un TED Talk, mais ça marche. Bonjour. Alors vous parliez des émotions, moi je suis pianiste et enseignante, donc je vous remercie, je beaucoup de réflexions que je viens d'entendre et ça m'émeut. Donc l'émotion, la difficulté dans le métier, c'est la gestion de l'émotion, parce qu'il y en a trop. Enfin, moi-même étant HPE, ce qu'on appelle HPE, au potentiel émotionnel, qui est une vraie, je ne sais pas une part, mais c'est très compliqué à gérer dans la vie. Donc, évidemment, méditation, hypnose, EMDR, je crois que j'ai tout fait et que j'accompagne bien sûr mes élèves qui travaillent sur la matière de l'émotion, parce que une sonate de Mozart ou de Beethoven ou un Schubert, il faut aller chercher très, très profondément en soi, qu'est-ce que de soi-même, pour accéder justement à ce lien avec la partition et avec ce qu'on transmet. Ce que je voulais ajouter par rapport à l'enseignement, c'est que, et il y a la difficulté de cette démarche d'enseignement, c'est que j'ai fait beaucoup de travaux avec mes élèves, mes classes. J'enseigne au CNR de Paris, mais au CNSM, Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et de Lyon. J'ai donc des élèves qui ont de 9 ans à 30 ans en pédagogie. J'enseigne la pédagogie, qui ne s'enseigne pas réellement, mais je veux aussi dans ce secteur. Et les meilleurs vecteurs de transmission, ce sont vraiment les enfants. Donc j'ai fait beaucoup de travail auprès de ZEP, de classes déshéritées, des classes du Honfleur, des classes vraiment de la banlieue parisienne, et ce sont les enfants les meilleurs transmetteurs pour aller vers ces autres enfants. Donc, quand je vais voir dans mes institutions, mes supérieurs, je trouve ça fantastique, ces projets. Mais simplement, à un moment donné, je me heurte évidemment au fait que je suis seule, on me dit bravo, très bien, mais on n'a pas de budget, on n'a pas ça, et à un moment donné, je fais tout, donc je suis confrontée au problème du temps, au problème du financement, comment s'y prendre, comment avoir un bus qui fait que ces enfants viennent jusqu'à notre auditorium, ou est-ce que nos enfants aillent dans ces écoles, etc. Et c'est là où l'institution a des limites. Et effectivement, dans ma propre classe, je fais
à mon niveau et à ma mesure ce que je peux faire, mais j'ai beaucoup de mal à dépasser ce stade-là, bien qu'il y ait un cahier de la classe. Alors je retrouve ce que vous disiez sur la boîte confidentielle, il y a un cahier de la classe où chaque élève exprime, parce que la réflexion, c'est terrible actuellement. Je vois mes élèves, on va sur les réseaux, c'est un pouce vers le bas ou un pouce vers le haut, j'aime ou j'aime pas. Tout ce qu'il y a entre, tout ce qui fait qu'on réfléchit, pourquoi dans ce cas-là on n'aime pas, et pourquoi dans ce cas-là on aime, à quoi ça fait appel, qu'est-ce qu'on va chercher en soi pour avoir cliqué sur j'aime ou j'aime pas, ne serait-ce que dans une interprétation, il faut écouter, ah oui j'ai écouté, mais non j'aime pas ou j'aime. Pourquoi? Tout ça est extrêmement compliqué. Donc voilà, je vous exprime juste ma réflexion sur le temps et je reviens sur ce que vous disiez, monsieur, qui était très, très touchant, sur le fait que dans l'enseignement, je parle toujours de ce moine Citrouillamère, ce peintre chinois du XVIIe, je crois, qui dit c'est la perception qui précède et la connaissance suit. C'est-à-dire, je pars toujours dans l'enseignement de la perception. Effectivement, tout est là, donc de l'émotion, de ce qu'on ressent. Mais voilà, ce magnifique chantier, si j'ose dire, et je suis vraiment infiniment heureuse d'être avec vous, parce que vous avez des métiers très différents du mien, mais on se rejoint tous sur l'essentiel, finalement, tous les métiers sont un peu les mêmes. Voilà, il n'y a pas de question là, précise, mais je voulais juste apporter cette réflexion-là. Merci. Oui, moi je voulais ajouter que de mon côté, je suis très optimiste en fait. Le métier qu'on fait avec Michel, c'est qu'on installe des salles de remise en forme dans les entreprises depuis une vingtaine d'années. Et donc notre métier, c'est au sens propre de mettre les gens en mouvement. En fait, on fait de la désédentarisation. On n'est pas là pour que les gens fassent du sport, accomplissent des exploits, des performances, mais vraiment de les remettre dans l'expérience du mouvement. Et puis au fil du temps, on s'est un peu, on s'est également occupé du sommeil, de l'alimentation. Et depuis Covid, en fait, la question du lien social s'est posée de façon extrêmement forte et nos clients nous ont demandé aussi ça, de savoir comment faire pour retrouver du lien entre les salariés qui s'étaient éparpillés complètement pendant le confinement. Et du coup, commence à émerger une demande assez forte d'ateliers de méditation. Pour faire simple, hein, après ça peut être un peu plus, il y a des choses un peu plus variées, mais c'est ça vraiment dont il est question. Et je suis optimiste parce que quand on a commencé, c'était s'occuper du corps des salariés dans l'entreprise, c'était absurde en fait. Personne ne faisait, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et il y avait quelques grandes entreprises pionnières qui ont fait ça. Et puis aujourd'hui, ça s'est développé incroyablement, et il n'y a plus un immeuble de bureau qui se construit ou qui se rénove sans qu'on installe un espace de remise en forme. Et quand on entend maintenant qu'on commence à installer dans ces mêmes immeubles des espaces justement d'échange pour s'intéresser à la santé mentale au sens large, mais vraiment les termes de résilience sont employés tout le temps, on les entend en permanence et c'est très très nouveau. Donc voilà, je voulais partager ça parce que je pense que c'est vraiment important. Et pour revenir à ce qu'on fait dans notre activité de mise en mouvement des gens, la question des émotions est vraiment centrale depuis toujours. Il y a des tas de modèles par rapport à l'activité physique et à la sédentarité, en disant voilà, comment on fait pour passer de l'un à l'autre, donc plutôt des modèles du genre d'addiction, un peu les mêmes modèles que pour arrêter de fumer par exemple, avec des étapes, etc. Mais en fin de compte, on sait très bien que le fond du fond, c'est les émotions, et c'est le lien avec le coach sportif qui va être présent, et qui va faire que les gens vont passer les différentes étapes. Donc, je pense que, moi je vous ai entendu parler, j'ai eu l'impression d'entendre les discours qu'on a tous les jours avec nos coachs et avec du coup les adhérents de nos salles. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une étude qui sortait, il y a un sociologue qui proposait de substituer à la pas du gain la pas du lien. Donc, qui sortait, je crois qu'il n'y a pas de la résilience, et moi j'avais envie de dire aussi que la technologie, c'est le paradoxe et tout, et pour avoir été pilote et voir effectivement l'accélération du temps, on voit
En fait, la technologie devrait nous servir pour prendre du temps, et pas nous servir à accélérer. Et prendre le temps de réfléchir à ça, il y a du pouvoir des autres de changer le cours des choses, et le paradoxe, c'est qu'on ne prend pas le temps de réfléchir, et c'est là que la technologie le permet de le faire quand même à distance. Donc, je pense que cette notion de prendre le temps pour, c'est quand même essentiel de tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans, qui éclate, et prendre le temps en un monde de prendre en 5 minutes, on peut récupérer là-dessus. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Il nous reste quelques minutes encore avant de prendre la salle, et on va dire, parce que on va s'interroger sur parce qu'on ne peut pas rester là-dessus. Après, il faut qu'on continue à réfléchir tous ensemble là-dessus. J'ai une question un peu provocatrice que je pourrais poser à moi-même en même temps que je vous la pose. N'y a-t-il pas une erreur un peu fondamentale dans le fait d'essayer d'apporter des solutions? Est-ce que ce n'est pas rester en fait dans une forme de domination, que ce soit par la technologie, la médecine ou l'enseignement ou que sais-je? Oui, mais ça rejoint ce que disait De Gaulle, il n'y a pas de problème, il y a à mettre des choses en mouvement et les solutions arrivent. En tout cas, dans notre démarche, et Jean Gérard qui m'a parlé, qui a fait un DU de méditation comme j'ai fait avec Chloé, on est nombreux à faire de la méditation ici. Guy est musicien, c'est lui qui est musicien, je dois beaucoup à la musique aussi. Il y a vraiment une notion et c'est quantique. Enfin, pour moi, même en aviation, on voit ça, si on passe si on veut tout contrôler, on échoue. Donc, on est à l'échec. Donc, non, il y a juste à le faire, à être là, à apprendre, à être présent. Mais le problème, le défi, c'est de le faire collectivement. Et c'est ça le débat, quoi, et tout. Mais la question, on pourra parler après, gloser sur la différence entre intention et volonté. Enfin, intention et attente, et si on a trop de volonté. Enfin bon, c'est des sujets sur lesquels, non, c'est justement une non-domination. C'est le contraire en tout cas qu'on poursuit là-dedans, quoi. Et les solutions, comme ça a été parlé, ça vient des enfants, ça vient des dynamiques. Donc la responsabilité, c'est de créer des dynamiques qui créent des forces en mouvement et qui mettent les collectifs. Et en tout cas, moi, c'est ma spécialité, ma dominante et ma question fondamentale, c'est très bien individuellement, mais si on n'organise pas, on ne structure pas les collectifs, on peut aller vers ce que dit François, la bêtise collective et les erreurs collectives. Et souvent, on va vers les erreurs collectives, mais c'est ça qui est dangereux. Et quand on a la possibilité d'orienter les groupes, pas les orienter, même le mot orienter, c'est de faire en sorte que le groupe choisissent quelque part une décision qui soit plus positive. Et aujourd'hui, on a le choix, on a plusieurs options qui se posent à nous. Donc c'est vraiment une question fondamentale, mais je ne pourrais pas la balancer en quelques minutes, parce qu'elle est fondamentale, elle est même au cœur des complètement structurants en soi. Merci pour la provocation. Deux éléments de réponse. Je suis pas sûr d'avoir une bonne réponse, mais il y a des éléments. Marc Aurèle et les stoïques plus généralement disaient des choses du genre qu'il faut savoir trouver le courage de changer ce qu'on peut changer et la sérénité pour accéder à ce qu'on peut changer et la sagesse pour les distinguer. Je pense que par rapport à un problème quel qu'il soit, il faut éventuellement avoir ce genre d'attitude pour savoir si le problème est un vrai problème auquel il y a besoin d'apporter une solution, ou est-ce qu'il faut accepter cette situation avec sérénité, etc. Déjà, je pense que c'est un premier niveau de réponse. Le deuxième niveau de réponse, en fait, m'est inspiré par Condorcet. Condorcet disait que l'éducation n'est pas là pour dire quoi penser, mais pour aider à penser à soi-même. Et donc, peut-être que ce qu'il faut, c'est pas apporter la solution, mais c'est aider les gens à trouver les solutions au sujet pour lesquels ils pensent vraiment qu'ils doivent chercher une solution. Et à ce moment-là, leur donner les moyens de chercher la solution qui correspond à leur vrai problème. Est-ce que c'est un vrai problème ou pas? C'est à eux d'en décider. Et si c'est un vrai problème pour eux, est-ce qu'on peut les aider à avancer vers quelque chose qui les aide à aller mieux par rapport à cette difficulté ou à cette souffrance qu'ils peuvent ressentir. Donc, et je pense que c'est fondamentalement aux individus de le savoir. C'est vrai que une approche, je dirais, néocoloniale de la solution finale, on voit bien que ce genre de mots tourne vite très mal. Donc, mais si on donne les moyens aux gens
de réfléchir à la question que tu poses par eux-mêmes et éventuellement de trouver en eux et dans leur environnement des ressources pour avancer dans la direction qu'ils souhaitent prendre. À mon avis, on contribue à avancer collectivement, chacun dans la direction qu'on souhaite, mais après on peut savoir si est-ce que ces directions sont complémentaires, contradictoires. Il y a peut-être d'autres niveaux de discussion à avoir dans ces cas-là, mais je pense qu'au moins sur le premier niveau, on peut essayer de faire ce genre de choses. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait baptisé les formations qu'on appelle à Montpellier, l'intelligence renforcée, l'intelligence des biens humains, et les gens avaient la possibilité de créer du bien par eux-mêmes, et oui, ça vient d'eux. Moi, je trouve juste en deux mots, parce que c'est pas seulement provocateur, mais ça met le doigt sur quelque chose de fondamental dans la façon d'apprendre, d'accéder à la connaissance. Je crois qu'on a tous été principalement confrontés à un modèle d'éducation qui est descendant, où le savoir est apporté, doit être digéré, et ce qu'évoque François, c'est un mode d'éducation qui s'est pas mal développé ces dernières années, surtout à partir du Canada, mais pas uniquement, qui est ascendant au contraire, et où la question de l'accès à la connaissance, c'est juste de mettre en place des conditions permettant à quiconque veut apprendre de faire l'expérience de quelque chose, et ensuite de pouvoir, si possible collectivement, mais aussi individuellement, amener le savoir théorique qui est celui qui devrait être possible, et c'est ce qui permet d'émerger aussi de nouvelles connaissances ou de nouvelles solutions. Ça rentre dans beaucoup de domaines, hein, cette éducation en sens inverse, mais c'est ça au fond que vous posez comme question, je crois que partout où on peut développer plutôt cet apprentissage expérientiel, du coup, plutôt que descendant, ça mérite d'exister. Oui, et puis c'est important, je dirais, pour le faire, et je parle de le faire comme l'expliquait André Comte-Sponville, il a expliqué dans une conférence qu'il a fait là, pour les sociétés coopératives, il a parlé d'avancer sur la solidarité. La question, c'est qu'il faut, en fait, fondamentalement, si on a fait renfort à tout ça, c'est pour créer des liens de solidarité qui permettent ce partage, et après, ça se fait. Et peut-être que c'est là, autour de l'organisation des liens, qui est le vrai problème, quoi, donc, d'organiser. Edwige, on a encore quelques minutes, mais... Oui, bonjour. Edwige, donc je représente l'Université Paris-Dauphine dans sa formation continue. Et à titre personnel, je suis psychosociologue de formation et je suis tombée toute jeune dans le management de projet. Ces dernières années, j'ai accompagné aussi des cadres en transition professionnelle et j'ai été marquée par la perte de sens et les conflits de valeurs qui les animent, quel que soit leur secteur, que ce soit dans le médico-social, dans la santé et plus largement dans des organisations dites capitalistiques. Je rejoins complètement ce qui a été dit, c'est-à-dire que dès lors qu'une personne ne trouve plus un écho dans ses émotions et dans ses valeurs à ce qui lui est demandé, il y a cette perte de sens pour être schématique. Et aujourd'hui, effectivement, à Paris-Dauphine, et moi c'est ce qui m'anime depuis 20 ans, on cherche effectivement à ce que les projets collectifs soient portés par les décideurs dans les organisations et soient eux-mêmes en prise de conscience par rapport à ce qui doit être un pacte social dans les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Et c'est ce pacte social qui va faire que sur le terrain, un professionnel va retrouver du sens, mais ça veut dire aussi l'acceptation d'une certaine latitude décisionnelle, hein, si on prend en référence des auteurs qui ont travaillé en prévention primaire sur la prévention des risques psychosociaux. Donc, c'est fondamental qu'il y ait ce travail, effectivement, à la fois auprès des plus jeunes, mais de toute façon, les jeunes générations sont en attente d'autres choses aujourd'hui dans les organisations, mais c'est important aussi que les comités, les COMEX, les comités de direction, soient sensibilisés aussi au fait que il faut créer du lien sur toute cette chaîne de travail. Voilà. Alors, pour prendre exemple sur l'éducation nationale, même si je suis dans une université, on a le plaisir actuellement d'accompagner le rectorat d'Académie de Lille, qui forme ses chefs d'établissement scolaire
sur justement le développement de leurs soft skills et le management agile pour justement retravailler en logique territoriale et en transverse sur des projets, et donc ça suppose que même soient en capacité d'initier des modes de travail collaboratifs dans une institution extrêmement descendante. Donc ça existe, il y a des laboratoires finalement d'expérience aussi dans l'éducation nationale. Voilà, je voulais vous partager ce retour d'expérience parce que à Paris Dauphine, même si nous sommes l'université des sciences de gestion et de la décision, on essaye de participer à un changement de paradigme dans la vie des organisations. Et d'ailleurs, à ce titre-là, j'ai eu le plaisir de rencontrer Manuel et de travailler avec Francfort sur un parcours certifiant. On pourra en reparler. Merci beaucoup. François, on arrive à la fin. François, si vous voulez, parce que moi j'avais envie de vous proposer quelque chose et on n'en reste pas là parce qu'il y a une félicitation de l'homme d'action. On dit toujours penser en homme d'action, agir en homme de pensée, et une fois qu'on a pensé après, il faut réaliser. Et moi je trouve qu'il y a des pistes très intéressantes et je vous remercie en tout cas tous d'avoir évoqué, tous organisé l'audience, et puis tous d'avoir été là, aussi d'être venus de loin. Et certains Guy qui est venu en scooter, aussi en musicien, ou en vélo, je ne sais pas, mais je ne l'ai pas salué, mais je voudrais vous remercier tous et d'avoir été là et puis de voir. Et puis merci pour les questions provocatrices qui nous font avancer. Moi, juste pour réagir aux trois témoignages qui viennent de ce côté-là, sur lesquels je n'ai pas réagi, je pense qu'en fait, dans un système hyper compétitif, on doit tout faire pour gagner. Et donc, on sacrifie tout le reste. On sacrifie le sport, on sacrifie les émotions, on sacrifie l'art, etc. Et puis, on a éventuellement gagné, pas toujours. La plupart des gens, par définition, ne peuvent pas gagner dans un système hyper compétitif. Mais donc, il y a ceux qui ont perdu, qui en veulent au système, et il y a ceux qui ont gagné, qui se croient tout permis et qui regardent les autres de haut. Et donc, à la fin, il y a ça a été très bien écrit par Michael Sandel qui parle de tyrannie de la méritocratie. Il y a des choses qui ne facilitent vraiment pas le vivre ensemble. Au contraire, et d'où des populismes et des progrès de gens comme Trump et les équivalents européens, voire français. Donc il y a vraiment une grande souffrance et il faut prendre conscience que ça vient en partie de là. Et donc par rapport à ces questions de sens, il n'y a pas beaucoup de recherches sur la notion de sens, mais ce que j'ai pu lire sur le sujet que je trouve intéressant, c'est qu'on trouve plus facilement du sens, et c'est lié avec Ponos et autres, si au lieu de se faire imposer quelque chose, on choisit de le faire, si on peut faire des choses créatives, si on peut faire des choses coopératives, si on peut faire des choses qui sont dans le sens de l'intérêt général, et si on peut faire des choses à la fois choisir ce que l'on fait et comment on le fait. Et en France, il y a très peu de salariés qui répondent positivement à ces deux questions, alors qu'en Scandinavie, c'est une majorité. Donc, c'est possible d'organiser le travail autrement, y compris à l'échelle d'une société entière, mais ça dépend de la culture dans laquelle on est. Et typiquement, on est dans une culture hyper compétitive et pas dans une culture de coopération. Et sur ces questions de sens, moi j'aime bien la notion d'ikigai que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'intersection de 4 cercles qui sont ce dont le monde a besoin, ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, qu'on peut apprendre à faire, et l'endroit où on peut trouver des ressources pour le faire. Et je pense que là aussi, on peut y travailler individuellement, on peut y travailler collectivement, et on peut le faire entre humains, et éventuellement on peut le faire augmenter par la technologie. En tout cas, on travaille sur ces différents aspects, y compris avec l'histoire de GPS dont je parlais tout à l'heure. Donc je pense que cette capacité, on peut y réfléchir individuellement. Quel est notre ikigai individuel? Que serait l'ikigai d'un collectif, celui de Renfort ou d'une autre organisation? Et réfléchir comme ça progressivement à qu'est-ce qui fait du sens, et si ce qui fait du sens pour les uns et pour les autres est suffisamment aligné, peut-être qu'on peut le faire ensemble. Et peut-être qu'au passage, on trouve encore plus de sens, parce qu'on trouve le sens qui passe par la coopération et qui passe par l'impact, et donc cette capacité à agir ensemble dans le sens que l'on désire simultanément. Mais ça suppose d'avoir des manières de au moins engager la conversation. L'ikigai n'est qu'une variante
japonaise remasterisée, mais chaque tradition, les Grecs avaient les leurs, en Afrique on parle plutôt d'Ubuntu, enfin on peut revenir à nouveau sur ces différentes manières d'aborder la sagesse ancestrale, mais peut-être qu'il serait temps de s'interroger sur ce genre de questions ici et maintenant pour que chacun puisse déjà avancer et puis éventuellement contribuer à un collectif et faire ensemble des choses qui encore une fois ont du sens. Et ces questions de sens, quand on regarde la pyramide de Maslow, on s'aperçoit que les écoles, les universités, les entreprises posent beaucoup de questions, répondent à un certain nombre des besoins primaires, mais certainement pas aux besoins les plus élevés. Et donc on voit bien qu'il y a pour le coup un mal-être et une perte de sens qui est toujours plus présente chez les jeunes et les moins jeunes, à l'école et dans les entreprises, etc. Je pense qu'il y a vraiment besoin de se réinterroger sur ces sujets de sens, sachant que le mot sens a tellement de sens que des fois on se perd un peu. Merci. Merci beaucoup. Donc, François, je vous avais écouté la première fois, vous parliez c'était sur le sujet de l'eau, et vous parliez d'un wiki water, et là on va faire un wiki de la résilience ou un GPS. Je pense qu'on a une matière à travailler ensemble, sur lequel partager. En tout cas, je rejoins ces idées-là. Mais je fais confiance à la sagesse, à la sagacité de l'audience pour pouvoir faire une synthèse remarquable. Et moi, je propose après qu'on puisse réfléchir, on va essayer d'organiser des ateliers régulièrement de réflexion, parce que s'arrêter pour réfléchir un petit peu, il paraît que chez les éléphants, enfin les gens et les animaux, ils s'arrêtent toujours pour réfléchir à un moment, à un temps où les êtres vivants s'arrêtent pour réfléchir. C'est important qu'on s'arrête, et merci de s'être arrêtés ensemble, c'était sympa pour moi. Merci beaucoup. Merci.